Bienvenue au Bubble Art, entre virtualité, réalité et fiction. Aujourd'hui, le collectif poursuit son activité radio, vidéo, à travers le projet Human, mais aussi de nouvelles productions, paroles d'instruments et le projet Fétiche, que je vous invite à découvrir sur le site officiel bubbleart.com et également sa page Facebook. Du fait du confinement, plus de spectacles vivants, la grande tristesse, on ne se réunit plus, mais nous avons trouvé le moyen, ici comme dans d'autres théâtres à Lyon, de vous proposer, pour soutenir la culture et les artistes, des diffusions de spectacles en direct. Et c'est donc aujourd'hui ce que nous vous proposons avec une lecture interprétée par Thierry Mortanet. Une lecture entrecoupée de petits intermèdes musicaux, interprétés par Alain Pierre. Donc un petit mot sur le texte de Mars de Fritz Horn, édité en 1975, seul texte que l'auteur n'a jamais publié. Dans cet essai autobiographique, à la fois drôle, irrévérencieux et caustique, l'auteur dénonce le milieu dans lequel il a grandi, à savoir la grande bourgeoisie zurichoise, laquelle il accuse littéralement d'être la source de sa dépression et plus tard de son cancer dont il décédera à 32 ans. De la gaieté, mais beaucoup d'amusement, vous allez le voir tout de suite. Alors, pour soutenir les artistes, soutenir la culture, vous pouvez d'ores et déjà, sur le site, contribuer donc sur Hello Asso, une petite contribution qui sera totalement reversée aux artistes interprètes ici sur le plateau aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent moment, c'est une première, j'espère qu'elle vous plaira. À très bientôt. Je suis jeune, riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des familles de la rive droite du lac de Zurich qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée, c'est pourquoi j'ai sans nul doute une très lourde hérédité. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi si on en juge d'après ce que je viens de vous dire. Cela dit, la question du cancer se présente, disons, d'une double manière. D'une part, c'est une maladie du corps dont il est probable que je mourrai prochainement, mais peut-être puis-je la vaincre et survivre. D'autre part, c'est une maladie de l'âme dont je ne puis dire qu'une chose, c'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. Je veux dire par là qu'avec ce que j'ai reçu de ma famille au cours de ma peu réjouissante existence, la chose la plus intelligente que j'ai faite de ma vie, c'est d'attraper le cancer. Je ne peux pas prétendre ainsi que le cancer soit une maladie qui vous apporte beaucoup de joie. Cependant, du fait que la joie n'est pas une des principales caractéristiques de ma vie, une comparaison attentive m'amène à conclure que depuis que je suis malade, je vais beaucoup mieux. Ça ne signifie pas que je veuille qualifier ma situation de particulièrement agréable, je veux dire simplement qu'entre un état particulièrement peu réjouissant et un état simplement peu réjouissant, le second est tout de même préférable au premier. S'il faut que je me rappelle de mon enfance, je dirais tout d'abord que j'ai grandi dans le meilleur des mondes possibles. D'après cette remarque, le spectateur intelligent que vous êtes comprendra tout de suite que l'affaire devait forcément mal tourner. À vrai dire, il m'est difficile de me rappeler les détails particulièrement malheureux de mon enfance. Non, en vérité, tout allait toujours bien. Et même beaucoup trop bien. Je crois que c'est justement cela qui était mauvais, que tout aille toujours beaucoup trop bien. Oui, un monde exclusivement heureux et harmonieux, cela ne peut pas exister. Et si le monde de ma jeunesse prétend avoir été un pareil monde uniquement heureux et harmonieux, il faut qu'il ait été dans ses fondements même faux.
et menteur. J'ai grandi dans un monde si parfaitement harmonieux que même le plus fieffé harmoniste en frémirait d'horreur. La question hamlétienne qui menaçait ma famille se présentait ainsi: être en harmonie ou ne pas être en harmonie. Tout devait être harmonieux. Quelque chose qui posa un problème, cela ne devait pas exister car c'eût été la fin du monde. Tout devait être sans problème, ou si cela n'était pas, il fallait le rendre tel. Il ne devait y avoir surtout qu'une opinion, car une divergence d'opinion eût été la fin de tout. De plus, nous ne pouvions pas nous disputer. J'entends par là que nous ne savions pas comment on s'y prend pour se disputer. Tout comme quelqu'un ne peut ne pas savoir comment on joue de la trompette ou comment on prépare une mayonnaise. Nous ne possédions pas la technique de la dispute. Et c'est pourquoi nous nous en abstenions, comme un non-trompettiste ne donne pas de concert de trompette. D'ailleurs, je doute avoir appris de mes parents le mot « non ». C'est peut-être bien à l'école qu'il est entré un jour dans mon vocabulaire. En effet, on ne l'employait pas chez nous, puisqu'il était superflu. Le fait qu'on dise oui à tout n'était pas ressenti comme une nécessité gênante, voire une contrainte. C'était un besoin ancré dans la chair et dans le sang. Il est sans doute impossible de naître conformiste. Aussi, ne puis-je pas me définir comme un conformiste né, mais enfin, je constate que je fus un conformiste parfaitement éduqué. Cela ne doit pas être sans rapport avec le fait que non seulement dire non était du domaine de l'impossible, mais qu'il était souvent aussi extrêmement difficile de dire quoi que ce soit. Par exemple, lorsqu'il s'agissait de prononcer un jugement sur la façon dont on avait apprécié quelque chose, prenons un livre, alors il fallait, comme aux cartes, envisager les réactions possibles des autres afin de ne pas risquer quelque chose qui ne fût pas assuré de l'appréciation générale. Nous attendions donc que quelqu'un lâche enfin le morceau et déclare qu'il l'avait trouvé beau. Sur quoi nous le trouvions tous beau, et même merveilleux, ou formidable. Cependant, si le premier qui parlait avait dit « pas beau », nous l'aurions parfaitement approuvé et l'aurions aussi trouvé pas beau du tout, voire abominable. Et oui, je m'habituais à ne porter aucun jugement personnel, mais au contraire à toujours adopter les jugements des autres. J'avais appris, par exemple, que la musique classique était bonne, mais que les chansons à succès et le jazz étaient mauvais. C'est pourquoi j'écoutais de la musique classique comme mes parents, et je la trouvais bonne. Et j'abhorrais le jazz, dont je savais qu'il était mauvais, bien que je n'eusse pas la moindre idée de ce qu'était en réalité le jazz. J'avais seulement entendu dire qu'il était mauvais, et ça me suffisait. À ce propos, me revient en mémoire une autre prédilection douteuse datant de ma jeunesse, celle que j'avais pour les choses élevées, dont il sera encore abondamment question. Je n'avais pas dépassé la notion qu'en art, tout ce qui était ancien était bon, par principe, et que tout ce qui était moderne, par principe, était mauvais. Goethe et Michel-Ange étaient bons parce qu'ils étaient morts, alors que Brecht et Picasso étaient mauvais parce qu'ils étaient vivants. J'avais plus ou moins annexé le domaine des choses élevées, et pouvait me permettre de regarder avec dédain ceux qui n'étaient pas arrivés aussi haut que moi, sans entrevoir à quel point mon apparente supériorité était totalement vide. Comme je l'avais appris de ma famille, ce n'était pas l'opinion de l'individu qui comptait, mais bien celle de la communauté. Je me trouvais alors dans un monde étrange, dont je pourrais rire aujourd'hui si je ne savais à quel point il me devint néfaste par la suite. D'une part, la conscience de toujours faire et dire ce qu'il fallait me donnait une certaine assurance. Mais d'autre part, s'ouvrait devant moi un domaine bien plein de dangers, dans la mesure où il pouvait m'arriver de ne plus savoir ce qui était bien et de devoir me fier à mon propre jugement, ce jugement propre que justement je persistais à réprimer de toutes mes forces. Ainsi, je me rappelle d'une conversation avec un condisciple qui voulut savoir à quoi je m'intéressais vraiment. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais que dire bien qu'il me demanda si je m'intéressais à ceci, à cela ou à cela encore. Et à chaque fois, je me sentais obligé de dire non. Je voyais venir le moment où nous nous trouverions d'un avis différent, ce que j'avais pourtant l'habitude d'éviter dans la mesure du possible. Finalement, il me demanda si moi aussi j'aimais les animaux.
Bien que j'eusse peur de toutes les bêtes, je n'eus pas le courage de répondre encore négativement. Je dis que oui. Bien que redoutant, à part moi, que ce oui eût des suites effroyables, qu'il m'invita par exemple à dîner au milieu d'animaux. Alors peut-être parce que mon oui lui avait paru très peu convaincant, il voulut encore savoir si par hasard je m'intéressais aux voitures. Encore une fois, je répondis par l'affirmative, sur quoi il répliqua qu'il n'avait pas le moindre penchant pour les voitures. J'avais donc doublement échoué. Mon premier mensonge de politesse, il ne l'avait pas cru, mais en faisant un second mensonge de politesse, j'avais torpillé mon projet d'être du même avis que lui. Bon, il peut paraître un peu exagéré de dire que je n'ai pas eu d'opinion personnelle. Il semble impossible qu'il n'y ait pas eu davantage de situations conflictuelles qui auraient dû me forcer à jouer carte sur table. Mais j'étais en vérité parfaitement initié à l'art de la dérobade. Et lorsque je ne refusais pas de me prononcer sur des questions désagréables, j'avais à ma disposition une foule de techniques pour les éluder. Dans ma famille, lorsqu'il s'agissait de prendre parti, l'un des recours les plus en vogue, c'était le mot « compliqué ». Ah! Compliqué, c'était le mot magique, le mot clé qui permettait de mettre de côté tous les problèmes non résolus, excluant ainsi de notre monde intact tout ce qui était gênant et inharmonieux. De même qu'on ne peut pas parler de l'infini, puisque l'homme en tant qu'être fini n'a pas la capacité de le concevoir, eh bien, de même, les choses compliquées semblaient se mouvoir dans l'espace de ce qui est impossible à l'être humain. Il suffisait de découvrir qu'une chose était compliquée, et déjà elle était à bout. On pouvait dire « Ah ah, c'est drôlement compliqué !» Alors laissons tomber. Or, les choses compliquées, cela comportait presque tous les rapports humains, la politique, la religion et naturellement la sexualité. Alors, si dans mon souvenir, le mot compliqué était du ressort de ma pauvre mère, mon pauvre père, quant à lui, était le maître du « pas comparable ». Alors que dans le domaine purement esthétique, cette particularité de mon père demeurait une marotte inoffensive, elle prenait vraiment et facilement une forme grotesque dans le domaine politique. Bon, chez mes parents, cela allait de soi qu'il était inadmissible de comparer la justice espagnole et la justice russe, pour la bonne raison que les Russes étaient des communistes, et c'était pour cela que c'était mal de leur part de massacrer leurs compatriotes. Mais le gouvernement espagnol, lui étant contre les communismes, c'est pourquoi ce n'était pas mal à lui de persécuter ses compatriotes. Cette incapacité de comparer diverses choses entre elles était à mes yeux, tout comme la notion du compliqué, l'expression d'un niveau supérieur de l'esprit. Manifestement, ma connaissance de l'étymologie était insuffisante, puisque je ne savais pas que le mot intelligent venait d'intelligere en latin, qui veut dire comprendre, et qui signifie exactement le contraire de ce qui devenait pour moi comme la quintessence de l'intelligence. On m'objectera qu'une absence d'opinion aussi totale que celle dont je viens de vous parler ne peut pas avoir existé, même dans la maison de mes parents, que quelqu'un devait tout de même au moins donner le ton. Oui, certes, quelqu'un donnait le ton. Le père, naturellement. Ah oui, que le père décide de l'opinion, c'était justement cela qui était bien. Ma mère suivait inconditionnellement cette ligne de conduite. Si nous prenions par exemple le délai fixé pour l'exécution d'une certaine chose, il pouvait arriver à ma mère de proposer, disons, le mardi. Cependant, si mon père préférait le vendredi, qui sans qu'il le sût n'arrangeait pas du tout ma mère, rien de plus facile pour ma mère que d'avoir soudain l'idée que tout compte fait, le vendredi lui convenait mieux que le mardi, qu'il était préférable en tout point de vue au mardi. Au fond, le ridicule de toute cette histoire, c'était qu'un troisième jour, le mercredi par exemple, n'eût posé aucun problème à mes parents, eût présenté même un compromis judicieux, sans sacrifice inutile. En pareil cas, mes parents n'avaient pas été vraiment en désaccord. Ils avaient seulement évité de discuter des choses. Quand je repense aujourd'hui aux innombrables sacrifices inutiles de ce genre qui ont été faits dans ma famille pour l'amour de l'harmonie, je ne peux en venir qu'à la conclusion qu'ils n'ont pas été l'effet de la générosité, non.
mais de la lâcheté. Aussi loin que je me souvienne, les parents qui y ont été mariés quand même pendant 30 ans ne se sont disputés qu'une seule fois. Si la situation inhabituelle de dissension parentale fut très pénible pour toute la maisonnée, en ce qui concerne la dispute, il n'en sortit finalement rien. Mes parents ne savaient pas comment on se dispute, si bien qu'après s'être silencieusement tenu tête pendant un jour, ils arrêtèrent l'expérience sans aucun résultat. Ils s'étaient aperçus qu'ils n'étaient pas doués pour cela. Avec le temps, les mensonges que recelait cette éternelle harmonie commencèrent à me gêner. Je ne saurais dire à quelle époque, cela remonte sûrement déjà depuis l'enfance. Et depuis cette enfance, on peut en trouver les premiers indices, mais la maladie du monde où je vivais ne m'a paru que tard, terriblement tard, dans toute son ampleur. Si l'on jette un coup d'œil à ce que je vous ai déjà raconté jusqu'ici, l'impression pourrait se dégager que ce qui compte pour moi, c'est de dénombrer avec malveillance les faiblesses de mes pauvres parents, afin de les faire passer ensuite pour des méchants qui m'auraient détraqué et auxquels il faudrait attribuer tout mon malheur. Non. Aujourd'hui, pour moi, mes parents sont beaucoup moins coupables que les co-victimes de cette situation faussée. Je ne peux d'ailleurs à leur égard éprouver aujourd'hui que de la pitié. Ce qui était mauvais, c'était le fait que le monde où je grandissais devait ne pas être un monde imparfait, que son harmonie et sa perfection étaient obligatoires. J'ai été éduqué à dire toujours oui, et j'ai utilisé ce que j'avais appris, et j'ai ainsi toujours dit oui à tout. L'expérience de mon éducation était réussie, hélas. Mais je crois que la maison de mes parents, telle que je l'ai décrite, constitue un cas très représentatif, et que toute une série d'autres maisons de parents ne devaient pas se présenter très différemment. Peut-être que chez nous, les choses étaient encore plus grosses et exagérées qu'ailleurs, mais différentes de ce qui se passait dans les autres maisons bourgeoises, je ne pense pas. Ce qui m'apparaît le plus clairement comme le défaut de mon éducation, la construction fictive et dogmatique d'un monde parfait et en bonne santé, autrement dit cet univers de ma jeunesse, est très analogue à l'univers de tous ceux qui ont grandi dans les sociétés bourgeoises de Zurich, de Suisse, d'Europe, ou si l'on veut dire de ce qu'on appelle aujourd'hui le monde libre. Bon, toutefois, je ne veux pas transformer ce récit en traité politique, il me manque pour cela des connaissances nécessaires, ainsi que le goût. Donc, je voudrais essayer à présent de faire venir à nous le monde extérieur, inquiétant. Si j'essaie aujourd'hui de me rappeler comment étaient perçus les autres gens, ils étaient soit ridicules, soit respectables. Alors, respectables étaient ceux qui occupaient une position commandant le respect, tels que les professeurs, médecins, prêtres, directeurs, titulaires d'un grade universitaire, militaire, enfin, à vrai dire, tous les riches. Et oui, chez nous, les gens bien, c'était les gens riches. Nous ne disions d'ailleurs pas riche, hein, on disait de quelqu'un qui avait de l'argent. Les pauvres n'étaient pas pauvres, hein, mais simples. Les choses chez nous n'étaient pas chères, elles étaient pas bon marché. À vrai dire, on ne parle pas d'argent.
on en a. Une espèce importante de personnes respectables mérite ici une attention particulière, ce sont les hommes politiques. Par principe, ils étaient respectables, mais une obligation leur était imposée. Ils devaient être de droite. Plus ils étaient de droite, plus respectables ils étaient. Plus ils s'approchaient de la gauche, plus ils devenaient mauvais. Oui, chez nous, la conception politique du monde était donc claire. Il y avait le bien et le mal, et la ligne de démarcation entre les deux, c'était la Suisse. Oui, la Suisse, car elle ne comptait pas de communistes, ou seulement très peu. Et puis ces quelques rares individus étaient très 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 loin de chez nous, à savoir le canton le plus éloigné de la maison de mes parents, à Genève, qu'on devait sans doute se figurer sous l'aspect politique d'une Babylone pécheresse. En règle générale, même quand je fus étudiant en matière politique, je restais un fidèle enfant de ma famille et trouvais bien tout ce qui était de droite et mal tout ce qui était de gauche. Bah oui, j'étais ce qu'on appelait raisonnable. Toutefois, en plus des personnages qui, par leur profession, leur richesse ou tout autre avantage, inspiraient d'emblée le respect, il y avait encore une autre foule d'autres personnes respectables pour qui c'était exactement l'inverse. Il s'agissait des gens qui étaient, en quelque sorte, des inférieurs, des ouvriers ou des employés ou quiconque, qui avaient à remplir une prestation quelconque. Chez nous, on s'adressait à tous ces gens-là avec un respect exagéré et ostentatoire. Ma pauvre mère disait par exemple au facteur que c'était merveilleux, magnifique et admirable de sa part d'avoir apporté le journal. Refusant de reconnaître qu'après tout, c'était le métier du facteur d'apporter le journal. On pouvait le remercier de nous l'avoir apporté, mais enfin, admirable, ça ne l'était pas. Et souvent, ma mère s'adressait aux inférieurs comme si c'était des imbéciles. Elle s'exprimait avec une clarté excessive et parlait plus lentement que d'habitude, afin que ces malheureux eussent tout loisir de saisir le sens de ses paroles. Sans remarquer que ces malheureux n'étaient en rien des malheureux et surtout n'avaient pas l'esprit si obtus qu'ils ne puissent pas suivre le débit normal de ma mère. Il se produisait d'ailleurs toujours un comique involontaire quand ces gens apparemment simples se révélaient plus intelligents que ma mère. Et alors qu'elle s'efforçait de transposer son discours en un langage à moitié infantile, lui parlait de choses qu'elle ne comprenait pas ou ne connaissait pas. Dans ce respect vide, le dédain s'entendait beaucoup plus clairement encore que s'il fût exprimé sans embâge. Oh, mes parents n'avaient pas que des ennemis, ils avaient aussi des amis, dont je ne puis espérer qu'ils n'ont pas été tout aussi imaginaires que les miens. Je veux espérer surtout que pour mes parents qu'ils n'ont pas gâché leur relation avec leurs amis, comme ça semble souvent avoir été mon cas par la suite. Mes parents étaient, à vrai dire, de bons hôtes, mais c'étaient de déplorables invités. Il va de soi que lorsque mes parents recevaient, selon l'usage, ils pratiquaient le renversement total des valeurs. Tout ce qu'ils offraient en tant qu'hôtes devait être d'abord minimisé, et il fallait dire que c'était ordinaire, simple, ou tout le moins insuffisant. En revanche, tout ce qui était offert à mes parents dans une maison étrangère devenait d'avance magnifique, incomparable, et en tout cas meilleur que chez eux. Quand elle était invitée, ma pauvre mère refusait le whisky qu'on lui offrait, demandait à la place un simple verre d'eau, mais parce que cette eau était versée par l'hôte, elle se sentait obligée de proclamer qu'elle était délicieuse. Que l'eau minérale a exactement le même goût partout, qu'elle sorte de votre réfrigérateur ou de celui du voisin, importe peu en l'occurrence. Il ne s'agissait pas de la réalité de la chose. Il s'agissait qu'en qualité d'invité, il fallait trouver tout délicieux. Sans doute, l'hôte aurait-il pu écorcher ma mère toute vive, qu'elle se serait crue obligée de trouver l'écorchement délicieux, rien que parce qu'il avait eu lieu dans la maison de l'hôte. Le délicieux qu'elle octroyait était sans valeur, la vérité était sans importance. Seule comptait la politesse. Bien des années après, alors que je n'habitais plus chez mes parents, leur répugnance à aller chez les autres prit des formes encore plus macabres. En effet, ils n'allaient plus qu'à des enterrements. Même s'il avait été souvent question de rendre visite à un ami ou une aimable connaissance, par paresse ou par indécision, la visite était souvent reportée jusqu'au jour où la personne était morte.
Bah alors une fois qu'elle était morte, hein, mes parents y allaient. Hein. Ah, parce que là, c'était une question de bonne manière. Hein. Ah oui, aller aux enterrements, ça se faisait. Hein. Ça, c'était bien. Le fait que celui qu'on honorait ainsi d'une visite en eût retiré plus d'agréments si celle-ci avait eu lieu de son vivant, ne comptait pas en l'occurrence. Après toutes ces personnes respectables, je voudrais parler maintenant de groupes encore bien plus importants, de tous ces gens qui étaient un peu différents de nous autres et pour cette raison ridicules. Alors, il faut préciser tout de suite hein, que je n'emploie la notion de ridicule qu'après coup. Chez mes parents, personne n'eût osé, même dans ses pensées les plus secrètes, établir un rapport entre le mot ridicule et qui que ce fût. Mais quand on trouvait les autres ridicules, c'était un processus tout à fait inconscient. Peu à peu, j'ai compris que l'imperfection des autres était sympathique plutôt que déplaisante. Elle était drôle, elle était tout bonnement risible. Les autres faisaient constamment des choses un peu ridicules. Ils disaient des choses toujours ridicules et leur manière était un peu ridicule. C'étaient des gens qui n'avaient pas aperçu que tout était compliqué et qui parlaient avec balourdise de choses pour lesquelles ils n'avaient absolument aucune compétence. Simplement parce qu'elles étaient beaucoup trop compliquées. Des gens qui comparaient des choses entre elles parce qu'ils ne savaient pas qu'on ne peut absolument pas faire de comparaison. Des gens qui, sur toute chose, avaient tout bonnement une opinion et qui l'exprimaient librement par-dessus le marché. Le monde des gens qui n'étaient pas tout à fait bien, c'était notre théâtre. Et nous étions le public puisque nous ne faisions rien. Nous étions simplement spectateurs. Ces clowns dans notre salon étaient même très nécessaires à notre vie, en effet. Comme nous ne nous rendions jamais ridicules, nous étions tributaires des autres qu'ils faisaient à notre place et nous divertissaient de cette manière. Je repense par exemple à un voisin de mon père qui possédait une quantité époustouflante de voitures dont il se servait avec une grande puissance. Eh bien ça, c'était un peu ridicule. Un peu nouveau riche. Hein. Mon père, qui était beaucoup plus riche que le dit voisin, n'avait pas d'auto et ne savait même pas conduire. Ça, c'était quand même un peu plus distingué. Mon père, pendant ses loisirs, il ne jouait qu'à faire des patiences. Il n'en connaissait d'ailleurs qu'une seule. Et elle n'était même pas très passionnante. Oui, moins tu agis, moins tu es ridicule. Tel était le verdict chez nous. Et il a beaucoup contribué à faire de moi quelqu'un de distingué, certes, mais malheureux. Après avoir essayé de décrire quelques moments caractéristiques de mon enfance et de ma première jeunesse, je voudrais à présent m'occuper de ma période scolaire. À ce propos, je laisserai de côté le temps de l'école primaire pour en venir tout de suite à mes années de lycée. À la question de savoir si ces années d'école ont été une période heureuse, il me faut répondre qu'en tout cas, elles n'ont pas été particulièrement malheureuses. J'étais terriblement sage et j'ai sans doute été bien davantage, surtout terriblement ennuyeux. Et je n'ai aucune dispute avec mes professeurs, je les estimais, les craignais un peu parfois, et puis je les trouvais souvent un peu ridicules. Eux aussi devaient avoir de l'estime pour moi, j'étais un élève tranquille, poli, sans problème, et de plus, relativement bon élève. Il n'y avait qu'une branche où ça ne marchait pas, la gymnastique, naturellement. En effet, il s'agissait de bien autre chose que dans les matières scientifiques. Il s'agissait de force, de courage, d'engagement corporel, et ça, je n'y connaissais rien.
Rien que le corps en soi m'était étranger. Je ne savais pas quoi en faire. La gêne que me donnait ce manque de lien entre mon corps et la nature s'exprimait par une pudeur excessive. Non seulement les expressions les plus dégoûtantes ne passaient pas par mes lèvres, mais les réalités les plus anodines du corps m'inspiraient de la honte et du dégoût. Même les mots comme poitrine, nu, partie, j'avais du mal à les prononcer. Avec la pruderie victorienne héritée de mon milieu, j'évitais même de parler de jambes et de pantalons. Mais ma plus grande honte, je l'éprouvais devant ma propre nudité. Rien que cela justifiait ma profonde aversion pour la gymnastique. Naturellement, comme tous les êtres pudiques, j'avais aussi terriblement honte de toujours rougir. Au cours d'une conversation ou pendant un cours, quand je voyais arriver un sujet qui allait me faire rougir, je me battais désespérément avec mon mouchoir pour essuyer une sueur imaginaire ou simplement des crises d'éternuement. Cependant, le corps renfermait plus d'angoisse et de peur que celle de la honte. Je craignais aussi la souffrance. L'incarnation de la souffrance était évidemment et depuis longtemps le docteur, qui disposait de tout cet arsenal d'instruments dangereux et pointus. Le danger qui me menaçait le plus à l'époque, c'était la piqûre. C'est elle que je redoutais le plus. Mais plus encore que la souffrance, j'avais peur du sang. Je ne pouvais pas le supporter. Le sang comme quintessence de la vie, de l'existence du corps, je ne pouvais pas l'affronter. Toutes ces faiblesses auraient bien pu m'attirer les moqueries de mes camarades, pourtant ils réagissaient presque toujours avec beaucoup de gentillesse à mes insuffisances. Et quand on se moquait de moi pour de bon, c'était sans méchanceté ni mépris. Je m'entendais bien avec tout le monde, je n'avais pas d'ennemis, je n'avais donc pas d'amis. J'étais un personnage assez falot qui ne suscitait particulièrement ni l'aversion ni la sympathie. Je jouissais d'une teinte de respect en tant qu'élève plutôt bon que mauvais. Et le fait d'avoir en gymnastique des résultats si phénoménalement désastreux était généralement considéré comme une curiosité. À un certain point de vue, ma qualité d'original m'apportait même des avantages. Il apparut clairement que j'avais affaire aux choses élevées. Naturellement, ces choses élevées se manifestaient dans le seul fait que j'étais plus ennuyeux que les autres. En revanche, elles me donnaient sans doute aussi un certain air distingué. Comme je l'ai déjà dit, je ne lisais que de bons livres, je n'écoutais que de la bonne musique. Je m'intéressais à la littérature, j'évoluais dans les mêmes espaces culturels que les adultes, ce qui me permettait de regarder d'un peu haut mes camarades qui s'intéressaient seulement au sport, au bricolage de leur poste radio, à la chanson ou au jazz. Oui, j'étais très fier du fait que je ne jouais pas au flipper ni au baby-foot, de ce que je ne voulais pas savoir qui était ce monsieur Elvis Presley. Et je ne participais pas à la vie dorée des années 60. Mes camarades pouvaient faire des tas de choses dont j'étais incapable. Ils pouvaient discuter avec des professeurs alors que je ne pouvais que me laisser instruire par eux. Ils pouvaient simplement, spontanément exprimer leur sympathie ou leur antipathie à l'égard de professeurs, de condisciples ou de n'importe qui d'autre, alors que j'étais incapable de dire davantage que mon éternel, je ne pourrais pas en juger. Je commençais à soupçonner que me manquait la faculté de reconnaître chez les gens la méchanceté ou la bêtise. Moi, je ne savais que ce qui était compliqué. Par exemple, je n'avais pas le moindre sens de l'argent. Je supposais que mon père était riche, mais même si mes parents n'aimaient pas en parler. Oui, chez nous, en matière de finances, on pratiquait l'understatement typiquement suisse. On a du bien, mais on ne le montre pas. Je savais qu'il ne fallait jamais savoir combien coûtait un cadeau. Et comme tout ce que j'avais, on m'en avait fait cadeau, je ne connaissais jamais la valeur de mes possessions. Toutes mes affaires, mes camarades voulaient savoir ce qu'elles avaient coûté, mais je ne le savais jamais. Je devais de plus en plus me protéger contre cette sensation désagréable que c'était eux qui savaient, et moi qui ne savais pas. Cette lutte m'était particulièrement pénible dans un certain domaine. Beaucoup de mes camarades avaient une petite amie. Moi, naturellement, je n'en avais pas. J'imaginais qu'avec le temps, j'en aurais une moi aussi. Alors s'engagea un procès d'une très longue durée au cours duquel s'opposèrent deux façons de voir. Ou bien je n'avais pas encore de petite amie, ou bien je n'avais vraiment pas de petite amie.
Tout d'un coup, voilà que ce n'était plus pas encore, mais depuis longtemps déjà. Je me rendis compte qu'à présent, il ne fallait pas considérer cet événement comme quelque chose qui se produirait éventuellement dans l'avenir, mais qu'il y a bien longtemps qu'il aurait dû déjà avoir lieu. Ces dernières réflexions me ramènent à un sujet que je n'ai pas traité jusqu'à présent dans son ensemble. J'ai déjà mentionné que chez mes parents, tous les sujets de conversation qui avaient quelque chose d'intéressant étaient tabous. Alors à ce propos, il y en a deux que j'aimerais mettre ce soir en évidence, la religion et la sexualité. Mes parents étaient profondément areligieux, mais ils se seraient coupé la langue plutôt que de l'avouer. À la maison, nous savions tous que personne ne se sentait chrétien, mais aucun doute concernant l'Église chrétienne et ses institutions ne pouvait être toléré. Dans la maison de mes parents, je n'ai jamais fait la connaissance de Dieu ou de son étrange fils, là, Jésus. Ces deux personnages indignes ne me furent présentés qu'à l'école. Et bientôt, je m'aperçus d'une chose assez curieuse. Il ne fallait pas que je parle de Dieu à mes parents, car ils avaient une sainte horreur de ça. Naturellement, ils allaient cependant à l'église. Oui, j'ai déjà dit que mes parents allaient à tous les enterrements d'obscurs parents ou connaissances auxquels ils n'avaient jamais rendu visite durant leur vie parce que ça se faisait. Des solennités, par principe, ils en avaient horreur. Et cependant, ils n'avaient rien contre les solennités du deuil. Cette attitude était bien typique de notre monde familier. Plus on était mort, plus on vous aimait. Alors mes parents espéraient que moi aussi je deviendrais mécréant, mais ils n'avaient pas le courage de manifester ce vœu. J'ai pourtant été élevé à plus d'un point de vue, qui, même s'il n'était pas consciemment chrétien, doit être qualifié cependant, en raison de sa nature profonde, de chrétien. J'entends par là les vertus chrétiennes les plus courantes, telles que la tempérance, la douceur, le renoncement, la résignation, et avant tout le refus catégorique de presque tout ce qui fait la vie. En d'autres termes, ne pas jouir de la vie, mais la supporter sans se plaindre. Ne pas être pécheur, mais frustré. Ce qui naturellement conclut et conduit tout droit au deuxième sujet inexprimé de mon enfance et de ma jeunesse, la sexualité. Alors de ce point de vue-là, je peux considérer mon éducation comme bien chrétienne. En effet, que la sexualité chrétienne fut le bourbier de tous les vices, pour nous, ça ne faisait évidemment aucun doute. Chez nous, l'attitude de mes parents était naturellement le résumé et le couronnement de leur attitude envers la vie. La sexualité, non. Ou alors, s'il fallait absolument que ça existe, alors oui, seulement, mais pour les autres, pas pour nous. L'autre aspect essentiellement chrétien apparaît lui aussi avec évidence. Pour peu qu'on veuille trouver à la façon chrétienne son salut dans les prétendues choses élevées, on a forcément besoin d'un contrepoids qui symbolise ce qui est bas, et cette bassesse, on la trouve plus volontiers dans la sexualité et dans l'amour physique. Je me souviens qu'un jour, en lisant, j'étais tombé sur le mot « chaste », et je n'étais pas parvenu à expliquer le sens. Comme je questionnais ma mère, elle fut prise de la plus grande gêne. Je ne comprenais pas si tout simplement elle ne savait pas ce que signifiait le mot « chaste » ou si elle ne pouvait ou ne voulait pas me le dire. Seul était clair qu'il lui était profondément désagréable de se voir empêtré dans la situation créée par moi de devoir m'expliquer le mot « chaste ». Dans mon innocence, je sauvais moi-même la situation en proposant une explication. D'après le contexte où apparaissait le mot « chaste », il pouvait signifier quelque chose comme « convenable ». Et je formulais cette supposition devant ma mère. Aussitôt, l'expression d'angoisse disparut de son visage et soulagée, elle dit « Oui, c'est exactement ce que cela veut dire ».
lorsque je l'eus percé à jour, le secret de la procréation m'apparut comme une chose épouvantable, répugnante, et j'eus le sentiment que moi-même, je ne serais sans doute jamais capable d'un acte aussi abject. L'école était l'endroit où devait se faire la seule besogne de l'information en matière sexuelle, comme mes parents l'avaient si ardemment espéré. La chose pour moi eut lieu bien plus tard. Il s'agissait d'un exposé médical qui, à l'époque, avait pour objet d'inspirer aux grands élèves la terreur des rapports sexuels. Oui, le médecin fit projeter toute une série des organes génitaux de la femme, suivirent des photos de syphilitiques aux divers stades de la décomposition, car c'était ça, manifestement, le résultat de l'amour. Je restais donc propre, ne me salissais jamais, ne touchais à rien et n'avais de contact avec personne. À partir d'un certain âge, on considérait comme allant de soi que les jeunes gens avaient une amie. Aussi, les gens me demandaient avec bienveillance si j'en avais une. Comme je savais qu'il fallait toujours répondre par l'affirmative si on ne voulait pas se ridiculiser, je mentais toujours obstinément et répondais que oui. Pour éviter de me laisser piéger, je pensais à chaque fois à une fille avec qui j'allais parfois au théâtre, afin, si l'on m'interrogeait plus avant sur mon ami imaginaire, de donner des renseignements personnels sur cette jeune fille, de telle sorte que mon mensonge ne fût pas éventuellement dévoilé par une hésitation dans ma réponse. Pour moi, les représentations de l'amour étaient romantiques. Et elles se bornaient en fait à des coups de foudre, comme il m'était arrivé d'en voir au cinéma. Dans cette voie, le coup de foudre, tous les efforts pour conquérir cette personne disparaîtraient naturellement, comme par enchantement. Il n'y aurait aucun problème avec elle ou à cause d'elle, et je serais d'emblée en harmonie avec elle. Elle serait tout aussi apathique et ennuyeuse que moi, et tout comme moi ferait tout pour qu'aucun de nous deux ne fût blessé ou seulement touché par l'autre. Pauvre femme. Le cours de ces idées cadrait assez bien avec l'atmosphère de ma période de lycée. J'étais un assez bon élève, quoiqu'un élève assez indifférent. Je n'avais absolument aucun problème, et je me doutais bien que c'était mieux ainsi, parce que je n'aurais pas été capable de me débrouiller si j'en avais eu un. Bref, je remplissais toutes les conditions pour devenir quelqu'un de malheureux. Sitôt dit, sitôt fait, je tombais malade. À l'époque, je ne savais pas encore qu'il s'agissait d'une maladie, pas plus que je ne connaissais son nom. Oh, c'est l'une des maladies les plus populaires de notre époque. Elle s'appelle la dépression. Je pense qu'elle a dû commencer vers ma 17e ou ma 18e année. Depuis lors, elle ne m'a plus quitté. J'ai 32 ans aujourd'hui, je ne dirais pas cependant que tout au long de ces 15 ans, la souffrance a été constamment aussi forte. Tantôt elle augmentait, tantôt elle diminuait. Il y avait des moments où la souffrance s'effaçait tellement que je pouvais presque aller et venir comme quelqu'un de normal. Une ou deux fois, elle me sembla presque amenuiser au point que je me mis à espérer l'avoir vaincue. Mais, à part ces accalmies, je suis bien obligé de constater que la dépression m'a accompagné sans interruption pendant tout ce temps-là. Chacun sait ce que c'est, hein, la dépression. Tout est gris, tout est vide. On n'a plus d'espoir, on ne distingue rien au-delà d'un présent malheureux et privé de sens. Alors, dès le départ, il était entendu que je ferais des études supérieures.
Entreprendre des études, c'était aussi ce que je préférais, puisque je n'avais aucune idée du métier que je ferais. Comme je n'étais bon qu'en langue, de toute évidence, j'allais m'inscrire en section linguistique. 2 de mes condisciples s'étaient décidés pour les études germaniques, si bien que, n'ayant pas de meilleure idée, j'ai suivi leur exemple et choisi aussi les études germaniques. J'étais un étudiant très chic. Je portais toujours un pantalon noir, une chemise blanche, un veston noir et une cravate noire. Oui, je savais que ce costume qui allait à un jeune homme comme un coup de poing dans l'œil ne faisait qu'exprimer ma dépression. Je n'étais évidemment pas non plus un étudiant révolutionnaire. Il m'arrivait de rire de bon cœur avec des étudiants gauchistes et de leur esprit tordu, car l'idée ne me serait pas venue que j'aurais moi aussi la liberté de faire un choix politique, d'examiner la question, puis alors ensuite faire partie éventuellement de la gauche. Non, il va de soi qu'en matière politique, je n'avais fait aucun choix. J'avais automatiquement rejoint la foule des braves gens qui, en l'occurrence, étaient tout bonnement de droite. Cette prétendue décision faisait aussi un grand plaisir à mes parents, qui pouvaient constater une fois de plus que leur fils était bien raisonnable et qu'il avait choisi de bon chemin. Une analogie frappante avec cette attitude se manifestait dans mes rapports avec les femmes à l'université. Je n'avais pas d'aventure scandaleuse, pas d'amour, pas de liaison, pas d'enfant naturel. Cela aussi était digne d'éloge. J'épargnais à mes parents bien des chagrins. Je n'avais pas de ces amours dont notre monde harmonieux n'aurait su que faire. En d'autres termes, une fois de plus, tout tournait rond. Évidemment, ça ne tournait pas rond. J'étais pris dans un conflit de plus en plus envahissant entre le dedans et le dehors. Je me montrais toujours calme et serein, je planais toujours au-dessus de tout, j'étais du genre nonchalant et rien ne me manquait, rien ne pouvait m'irriter, rien ne pouvait m'abattre. J'avais toujours le sourire aux lèvres car je voulais être l'image vivante du non frustré. Plus j'étais déprimé au fond de mon cœur, plus je souriais. Mon éternelle comédie devenait de plus en plus une habitude. Certains de mes camarades me disaient, quand la souffrance les éprouvait, combien j'avais de la chance de conserver toujours ma sérénité. Et j'aimais à l'entendre, et j'aimais aussi à le croire. En effet, mon masque était convaincant. J'ai employé, je crois, la plus grande part de mon énergie à maintenir l'édifice de mon moi simulé qui s'effritait. Je me trouvais toujours des prétextes pour me prouver que mes éternelles dépressions n'étaient rien d'autre que des choses sans importance. Tantôt j'avais pris froid, tantôt j'avais trop peu dormi, tantôt je m'étais levé du pied gauche, tantôt c'était la faute d'un cours médiocre auquel je venais d'assister, tantôt j'avais mal déjeuné, tantôt j'avais trop mangé à midi, et c'était pour ça que je me sentais fatigué. Bref, je trouvais toujours une explication valable pour faire à croire qu'au fond, cela n'était rien du tout. C'était que ma dépression avait une cause plus profonde. Si la définition est exacte, selon laquelle un névrosé est quelqu'un qui est incapable de vivre dans le présent et ne cesse de se réfugier dans le passé ou dans le futur, j'en avais rempli assurément les conditions de mes premières années d'université. Parmi tous les personnages littéraires que j'avais lus, Tony Kroeger était celui qui m'avait le plus frappé. Oui, on peut dire que depuis le collège, le héros de cette triste nouvelle de Thomas Mann m'avait constamment accompagné. Ce personnage n'était pas vraiment dans la vie, et puis il était toujours déprimé. Lui aussi s'intéressait aux choses élevées et devait renoncer aux délices de la banalité. Tony Kroeger était un artiste, et en tant que tel, il avait pour mission non pas de vivre la vie, mais seulement de la décrire. En tant que poète, il embrassait la vie du regard. S'il avait été plongé dans la vie comme n'importe qui, il aurait perdu cette vue d'ensemble. Il se serait privé de la faculté de décrire. C'est ainsi que j'eus pour la première fois le sentiment que l'art ne devait être que le symptôme d'une déficience de vitalité et qu'on se mettait à écrire des vers pourvu que l'on fût suffisamment frustré. Cependant, le plus souvent, je n'écrivais pas de vers, mais depuis ma plus tendre enfance, j'avais composé des pièces de théâtre de marionnettes. Et lorsque je fus étudiant, je m'essayais aussi à des contes. Tout le monde affirmait que j'avais du talent. Il y avait longtemps qu'on me qualifiait d'artiste sur le ton de la plaisanterie. De plus, l'image de marque me plaisait depuis toujours. Cependant, au cours de mes premières années d'université, c'est vrai que je vis l'artiste sous un autre angle. Peut-être l'artiste était-il rien de plus que le réprouvé, l'exclu,
qui, pour preuve de son infériorité, allait jusqu'à servir ses productions en public, si bien que chacun pouvait s'écrier « Oh là là, voilà un qui n'a pas pu s'en tirer dans la vie, hein, c'est pourquoi il est devenu artiste !» Pour la première fois, mes productions me dégoûtaient. Maintes fois, j'ai pris la décision de ne plus rien écrire, de refouler mes envies d'écriture. Ma décision, le plus souvent, coïncidait avec les destructions de toutes mes œuvres, de préférence par le feu, afin que la flamme purificatrice me délivrât des souillures de l'art. Mais mes autodafés ne servaient à rien, car on ne peut pas brûler le goût d'écrire. Et presque toujours, peu de temps après l'autodafé, l'inspiration me revenait, j'avais envie d'écrire quelque chose de nouveau. En fait, je voulais essayer de décrire l'évolution de ma maladie. Bon, je noterai simplement que la première fois, ce furent mes parents qui m'envoyèrent chez le psychothérapeute parce que mes états dépressifs les inquiétaient et qu'ils voulurent m'aider. Naturellement, toute cette éducation qu'ils m'avaient donnée avait pour seul but de me venir en aide et de me donner tout ce qu'ils avaient de mieux. Or, ils m'avaient donné tout ce qu'ils avaient de pire, mais cela, ils ne pouvaient pas le savoir. Comprendre que l'enfant de parents, à ce point parfait, doit nécessairement devenir anormal, exige une certaine dose d'humour cosmique, et cet humour, il ne l'avait pas. Aujourd'hui, je pense qu'il croyait que j'avais des complexes d'infériorité, et que le psychiatre m'en guérirait. Oui, en effet, qu'il leur vint à l'idée que j'étais réellement inférieur, c'eût été trop leur demander. L'essentiel de mon évolution à l'époque, je la caractérisais de la façon suivante. D'une part, j'allais de mieux en mieux, et d'autre part, j'allais de pis en pis. Et plus j'allais mieux, plus l'aggravation était refoulée dans l'inconscient, si bien que les dépressions étaient de plus en plus incompréhensibles et sans raison. Je passais à l'époque ma journée à la faculté. La maison de mes parents devenait seulement le lieu où je restais pour loger. Cette liberté, très agréable en soi, m'apprenait cependant des choses très douloureuses. En effet, je ne savais pas vraiment que faire de cette liberté. Le moment le plus pénible de la journée était toujours le soir. Lorsque je n'étais en compagnie de personne et ne savais que faire, j'attendais tout bonnement dans le hall. Alors très souvent, après que j'avais attendu pendant des heures, quelqu'un passait tout de même encore, mais seulement pour me dire au revoir. Ce quelqu'un remarquait que tiens, j'étais toujours là, puis il me disait au revoir, en m'informant qu'il devait s'en aller à présent parce qu'il avait encore du travail. Et le deuxième point le plus remarquable de ces vaines attentes, c'était que mes camarades avaient toujours quelque chose à faire. Le vendredi soir, le dépeuplement était bien plus frappant qu'à l'ordinaire. Je me sentais alors abandonné plus que d'habitude et je voyais déjà arriver ce week-end qui n'aurait rien à m'offrir. En même temps, j'avais peur de quitter ce lieu d'ennui, car dehors, ce serait encore bien pire. À l'université, j'étais chez moi. En remplaçant ainsi la maison de mes parents, elle était devenue la coquille où je me retirais par angoisse, même quand rien de bien réjouissant ne m'y attendait plus. Je n'avais pas le courage d'être vraiment bohème. Je ne passais pas mon temps au bistrot, je ne courais pas les tripots et les bordels, je ne passais pas mon temps à séduire les jolies étudiantes. Non. Si je séchais les cours, ce n'était que pour l'employer le temps gagné à quelque chose d'amusant, non, sûrement pas, mais pour boire à tout moment un café, dont le goût, par-dessus le marché, était exécrable. Je connaissais une foule de gens. J'avais même la réputation d'un type nonchalant et jovial, car tout le monde savait que j'étais le type avec qui on pouvait prendre un café. Ce que tous ces petits cafés pris en commun avaient de caractéristiques, c'est à vrai dire qu'on bavardait beaucoup, mais qu'on ne faisait rien. Mes camarades, eux, faisaient toujours quelque chose avec leurs amis. Ils allaient ensemble faire du ski, jouer au tennis, ou à une exposition à Bâle. Mais moi, qui étais seul, je n'avais aucune raison de copier ce genre de programme. Et puis, il y avait un autre aspect des choses aussi. Les étudiants ne passaient pas tout leur temps libres à se divertir. Beaucoup travaillaient aussi pour gagner de l'argent. Moi, je n'avais pas besoin de gagner de l'argent puisque j'en avais. Mon père était très libéral en ce domaine, il me donnait de l'argent de poche à profusion. Et par-dessus le marché, réglait toutes mes grosses dépenses, notamment mes vacances et mes séjours à l'étranger. Et puis, parler de mon tourment d'ordre sexuel, surtout, je n'osais pas. Je prenais volontiers l'attitude des frustrés qui se refusaient à l'idée que tout ne serait que sexe. C'est pourquoi je défendais souvent la thèse que, bien sûr, la sexualité était très importante, mais il y avait tellement d'autres belles choses.
et autres sottises de ce genre. Oui, sans doute il est exact que d'autres belles choses existent, mais enfin, il est tout aussi exact que lorsque ça ne va pas sur le plan sexuel, tout le reste ne peut pas marcher non plus, y compris les très belles choses. Enfin, au cours de ces années, toutefois, je cessais d'être un anonyme qui, la plupart du temps, n'en fichait pas une et buvait du café, pour devenir un personnage marquant de l'université. Oui, en effet, on sut que j'écrivais des pièces pour le théâtre de marionnettes, si bien qu'on me confia la production du spectacle pour une soirée. La pièce plut et la représentation eut un vif succès. Désormais, il fut entendu que ce serait moi qui organiserais les soirées et les festivités de la faculté. J'écrivis d'autres pièces qui ne furent représentées qu'une fois, mais dans un cadre restreint. Cependant, elles m'apportèrent toujours le succès. Je ne saurais évaluer aujourd'hui, en revanche, dans quelle mesure ces dernières années ont été un bonheur ou un malheur. La dépression ne m'avait pas lâché. Je m'y étais simplement mieux accoutumé dans la mesure où elle était devenue chronique. Je me racontais que, bien sûr, j'étais déprimé, mais qu'autrement, j'allais bien. Bref, j'étais désespéré, mais je n'avais pas le droit de l'être, à mes yeux. Et puis un autre point de ma maladie, c'était les incessantes comparaisons que j'établissais avec les fâcheuses situations dans lesquelles pouvaient se trouver mes camarades de faculté. Beaucoup étaient obligés de travailler pour payer leurs études, beaucoup passaient des soirées dans d'affreuses chambres meublées par d'acariâtres logeuses, d'autres enfin avaient des difficultés avec les études elles-mêmes, ne comprenaient pas la matière ou ne pouvaient l'assimiler qu'avec la plus grande peine. Beaucoup de mes camarades déprimaient parce qu'ils avaient raté un examen, mais moi j'étais déprimé, quoique j'eusse réussi l'examen. Je voyageais aussi pendant les vacances, je visitais les pays les plus divers. Tous mes séjours touristiques avaient un point commun, à savoir qu'un pays étranger, aucun pays étranger, aucune ville étrangère ne parvenait à cette époque à m'égayer. Il est vrai, le soleil est plus chaud en Espagne qu'en Suisse, mais en moi, le froid glacial de la dépression n'était pas moins coupant en Espagne qu'en Suisse. Enfin, le moment approchait où je devais quitter ma patrie ambivalente, l'université, pour exercer le métier de professeur. Je m'installais dans un petit logement du Vieux-Zurich. Pendant longtemps, je fus sous le charme de mon nouveau logement, que j'aménageais d'ailleurs très bien. J'avais donc tout ce que je voulais, un métier, un nouveau chez moi, dans le quartier le plus convoité de Zurich. Je pouvais donc vivre ici, merveilleusement, et dans la joie. Et il allait sans dire que je préférais prendre mes repas dans mon ravissant logement plutôt que dans un restaurant peu agréable. Je restais assis comme ça, à ma table, je prenais mes repas, d'ailleurs fort bons et fort chers, et je contemplais pendant des heures le coucher de soleil. Alors, en tant que professeur, j'avais beaucoup de vacances. En tant que personne seule, je n'avais pas la moindre charge financière. De plus, comme mon père était mort depuis quelques années, j'avais hérité d'une petite fortune qui m'eût permis n'importe quel voyage, même en Amérique ou en Asie. Mais je ne voyageais jamais. Je savais que pendant les vacances, c'était toujours encore pire qu'à la maison. La plupart de mes amis s'étaient mariés, naturellement. Il y en avait aussi qui passaient d'une amie à l'autre et étaient seulement des célibataires typiques. Moi seul n'avais pas d'amis, naturellement. Toute question d'amour mise à part, je n'avais en fait jamais éprouvé de sentiment à l'égard d'une femme. Quand j'étais étudiant, comme mes relations avec les femmes ne marchaient jamais, je m'étais mis dans la tête que j'étais tout bonnement homosexuel. Ou plutôt, j'avais craint d'être homosexuel. Je n'avais pas songé que même s'il en avait été ainsi, je n'aurais pas été capable, pas plus capable d'avoir une relation amoureuse avec un homme qu'avec une femme. Je ne me plaignais jamais, j'allais toujours bien. J'allais même si continuellement bien que beaucoup de gens m'avouaient qu'ils se demandaient avec étonnement comment je pouvais aller si continuellement bien. Dans l'ensemble, cela devait sans doute tenir au fait que j'avais ce qu'on appelle une heureuse nature. Aujourd'hui, je dirais que j'avais une nature non pas heureuse, mais sans plainte.
Mais voilà que tout d'un coup, je n'allais plus bien. La dépression n'était plus souterraine et refoulée, elle se montrait au grand jour. Souvent, il se trouvait que j'en pouvais plus, comme on dit si justement, que le chemin était trop haut, que l'escalier était trop haut, que le panier à provisions était trop lourd. Il pouvait m'arriver aussi très souvent d'être assis à ma table et sans relâche, d'écrire les mots tristesse, solitude sur du papier quadrillé. À peu près en même temps que cette évolution, une tumeur commença à se développer sur mon cou. Bien que ne sachant pas encore que j'avais le cancer, intuitivement, je posais déjà le bon diagnostic, car selon moi, la tumeur, c'était des larmes rentrées. Toute la souffrance accumulée, que j'avais ravalée pendant des années, et tout à coup ne se laissait plus comprimer au-dedans de moi. La pression excessive la fit exploser, et cette explosion détruisit mon corps. Le nom de cette maladie et le fait que je l'avais fut un petit choc pour moi. Oui, je dis exprès petit, car pour m'en tenir à la vérité, je n'ai pas à le qualifier de grand. Je ne fus ni bouleversé, ni effrayé, ni surpris, ou comme on dit sans doute dans ce genre de cas, comme frappé par la foudre. Non, au contraire. Mon premier mot en présence fut « naturellement ». La chose épouvantable qui m'avait torturé toute ma vie, sans avoir de nom, à présent en avait reçu un, et personne ne contestera que ce qui est terrible et connu vaut toujours mieux que ce qui est terrible et inconnu. Toute ma vie, j'ai été brave et gentil, et c'est pour cela que j'ai attrapé le cancer. Ce n'est que la juste punition. Vraisemblablement, aucune personne atteinte du cancer n'est très heureuse, et je ne le suis pas non plus, mais je suis un peu moins malheureux qu'au temps où, officiellement, je n'avais pas encore le cancer, si ce n'est le cancer de l'âme que j'ai repris de ma tradition familiale. Alors, pour le moment, les médecins sans relâche me traitaient au rayon, m'opéraient, me bourraient de médicaments, à seule fin que ce tout petit peu de vie qui restait encore en moi ne leur filât pas entre les doigts, et que la mort symbolique à laquelle j'ai fait allusion ne se changeât pas en une mort tout à fait banale par le cancer. Peu à peu, cependant, se produisit une chose curieuse. Un beau jour, les dépressions n'étaient plus là. Je ne peux pas dire tel ou tel jour, elles ne furent plus là, mais peu à peu, il se trouva qu'elles avaient effectivement disparu. Je n'affirmerai pas par là que je fusse devenu plus heureux, mais enfin tout de même, je le sentais, le nouvel état était à plus d'un titre préférable à l'état antérieur. Jamais plus je ne me retrouvais tout seul à ma table en train d'écrire tristesse pendant des heures, en long et large sur des papiers quadrillés. Il n'est rien moins que vraisemblable que je survivrai à mon mal, mais la perspective jusqu'ici maintenue que ce soit encore possible rend cet espoir très fort et très important. Que cette vie ait un cours heureux ou malheureux reste indécis, mais la probabilité est grande qu'elle se déroule de façon moins morbide. Le cancer, le fait que je suis en train de mourir de cette maladie n'est pas pour moi le principal. L'angoisse devant la mort est un sentiment petit et insignifiant, comparé aux crises émotionnelles qui me torturent vraiment. Mon père était un quelconque millionnaire de la rive dorée de Zurich, avec infarctus et 60 ans de frustration. Le moulin de la désespérance doit-il plutôt tourner un peu plus longtemps, pendant 60 ans, ou vaut-il mieux, sur un rythme un peu plus rapide, être au bout de 30 ans, moulu à mort? Naturellement, j'ai choisi le second cas. L'histoire de ma vie m'accable mortellement, mais elle est claire pour moi. Une fois qu'on a reconnu qu'une cause est perdue, il est malhonnête de refuser de le constater. Mieux vaut une défaite avouée qu'inavouée. La guerre est perdue. Guerre contre qui, d'ailleurs? C'est difficile à dire, bien que les mots ne manquent pas. Le milieu où j'ai grandi, la société, la Suisse. Ma vie est plus tragique que celle de mes parents. Leur vie est plus déprimante que la mienne. Mes parents se sont détruits sans qu'il leur vint jamais à l'idée que pour eux aussi, il pourrait y avoir une chance de sortir de leur résignation. Enfin, après des examens répétés, les médecins ont découvert que je n'étais pas atteint d'un cancer, mais d'une maladie plus pernicieuse qu'on appelle le lymphome. Les caractéristiques de cette maladie sont les mêmes que celles du cancer, mais elles présentent quelques différences avec celui-ci, qui suffisent pour qu'on lui donne un autre nom. Aux yeux du profane, j'ai donc encore maintenant une sorte de cancer. Je crois que la plus grande différence entre la situation actuelle et la précédente est la différence stylistique.
Le mot cancer désigne tout ce qui est par définition malin. Le mot lymphome n'a rien du point de vue stylistique ni poétique. Il n'est pas fleuri, il n'est pas évocateur. Les chances de survie sont un peu meilleures pour le lymphome que pour le cancer. Rien n'a changé de mon malheur. Et la seule chose que je puisse faire devant ce malheur, c'est de le partager ce soir avec vous. En tant que représentant de la maladie de cette société, je dois, pour ce qui est de l'âme, être inscrit au passif de cette société. C'est pourquoi cette formule, qui semble quelque peu affectée, passe du simple bon mot à l'expression de la réalité la plus concrète. Je suis le déclin de l'Occident. Oui, je ne suis naturellement pas tout le déclin de l'Occident, je suis une molécule de la masse où se développe le déclin de l'Occident. Je me définirais même comme un révolutionnaire. Non pas au sens où je soutiendrais qu'en Suisse, tout devrait à présent devenir subitement chinois ou cubain, hein. Tout comme je trouverais insensé de faire sauter le crédit suisse, même si dans un sens symbolique, l'explosion de cet établissement sera un bon feu d'artifice. Vous savez, tous les dimanches soirs, ma pauvre mère téléphonait à de quelconques parents et leur faisait un compte-rendu du dimanche écoulé, et elle disait à chaque fois « Nous sommes bien tranquilles. » Tranquille. Quel mot abominable. Maintenant, moi, je suis en enfer, mais au moins, je n'y ai pas ma tranquillité. Je n'ai pas encore vaincu ce que je combats, mais je ne suis pas encore vaincu non plus. Et ce qui est le plus important encore, je n'ai pas encore capitulé. Alors, mesdames, messieurs, ce soir, devant vous, je me déclare en guerre totale. Merci. Merci.